Cette nuit-là, cette nuit-là, la pluie martelait la ville comme si Dieu lui-même essayait de noyer ses péchés dans les caniveaux. À l'intérieur de la pièce d'obsidienne, l'établissement le plus exclusif de Madison Avenue, l'air était épais de fumée de cigares cubains et du parfum de cognac centenaire. Les hommes les plus puissants de New York étaient assis à T. Juges, sénateurs, hommes qui pouvaient en faire s'effondrer les marchés boursiers d'un simple coup de téléphone. Mais tous se turent en présence d'un seul homme, Dominic Vittorio Caruso, le patron de tous les patrons, l'homme dont un simple signe de tête pouvait effondrer des empires et enterrer des dynasties. Il était assis dans le coin de la loge VIP, les yeux froids comme la glace arctique, les doigts tournant lentement un verre de vin si sombre qu'il ressemblait à du sang. Personne n'osait croiser son regard. Personne n'osait respirer trop fort. Puis, soudainement, les lourdes portes de chêne explosèrent. Ces gardes du corps tirèrent leurs armes instantanément, mais ils se figèrent. Ce n'était pas un gang rival. Ce n'était pas la police. C'était une petite fille, pas plus de 5 ans, trempée de la tête aux pieds, sa robe florale rose couverte de bouée. Elle fonça à travers le mur de garde du corps, renversa une table d'1 million de dollars et s'enroula autour des jambes de M. Caruso comme s'il était sa dernière bouée de sauvetage sur terre. « Monsieur, il est juste derrière moi. » Elle sanglota, tout son corps tremblant. « S'il vous plaît, cachez-moi. » La pièce entière devint silencieuse. M. Caruso baissa les yeux. Sur le petit poignet de la fille, une ecchymose violette en forme d'empreinte de pouce était marquée dans sa peau. Le verre dans sa main se fissura. Qui? Sa voix tomba bas, si froide que l'air lui-même sembla se figer. Quand la fille murmura ce nom, le visage de M. Caruso changea, et pour la première fois en 25 ans, le diable en lui s'éveilla. Les portes de chêne s'ouvrirent d'une seconde fois. Chaque âme dans la pièce se tourna vers l'entrée. Mais encore une fois, ce n'était pas un ennemi. C'était une femme. Elle trébucha dans la pièce d'obsidienne comme un fantôme s'échappant de l'enfer. Son uniforme de serveuse était déchiré à l'épaule. Ses cheveux châtains collés à son visage par la pluie et la sueur. Du sang coulait d'une fente dans sa lèvre inférieure. Et ses yeux verts, ses yeux contenaient une terreur qui allait au-delà de la peur. C'était le regard d'une proie qui avait couru trop longtemps. Dominic la reconnut instantanément, bien que 3 ans se soient écoulés depuis qu'il avait vu son visage pour la dernière fois. Grace Sullivan, une serveuse au Casino Emerald, l'une de ses entreprises légitimes. Il se souvenait d'elle non pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût. Il se souvenait d'elle à cause de ce qui s'était passé une nuit quand un sénateur ivre lui avait attrapé le bras et l'avait appelé « une Dominic avait observé depuis le balcon VIP ». Il ne dit pas un mot. Il laissa simplement 500 $ sur son plateau de service et fit traîner le sénateur dehors par son col par la sécurité. Elle l'avait regardé cette nuit-là avec ses mêmes yeux verts. Confuse, reconnaissante, effrayée, il ne la revit jamais après cela. Jusqu'à maintenant. Les yeux de Grace balayèrent la pièce frénétiquement jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la petite fille, toujours accrochée aux jambes de Dominic comme s'il était un radeau de sauvetage dans un ouragan. La couleur s'écoula de son visage. « Emma! » Grace s'élança, bousculant des gardes du corps trop stupéfaits pour l'arrêter. Elle tomba à genoux et arracha l'enfant à Dominic, tirant Emma contre sa poitrine si fort qu'il semblait qu'elle essayait de l'absorber. « Éloigne-toi de lui !» cria Grace, sa voix se fendant. « Emma, à quoi pensais-tu » Elle leva les yeux vers Dominic. Puis une pure terreur inonda ses traits, non pas de l'homme qui la poursuivait, mais de l'homme debout devant elle maintenant. Elle savait exactement qui il était. Elle savait exactement de quoi il était capable. « Monsieur Caruso, je suis tellement désolé. » La voix de Grace se brisa en sanglots. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. C'est juste une enfant. Elle ne comprend pas. Nous partirons, nous disparaîtrons.
Vous ne nous reverrez plus jamais. Je le jure. Stop. Un mot. Doux comme de la soie, tranchant comme une lame. La bouche de Grace se referma brusquement. Dominic ne bougea pas. Il se tenait là, dominant la femme tremblante et l'enfant en pleurs, son visage un masque de pierre illisible. Pourquoi a-t-elle couru vers moi? La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Grace déglutit difficilement. Elle serra Emma plus fort contre sa poitrine, comme si elle pouvait protéger sa fille du poids de ses yeux arctiques, elle. Elle regarde les nouvelles. Grace murmura. Elle vous a vu à la télévision le mois dernier quand vous avez été acquitté. Elle a vu à quel point tout le monde avait peur de vous. Dominic ne dit rien, elle pense. La voix de Grace trembla. Elle pense que vous êtes le roi. Le roi, parce que personne ne peut vous toucher. Une larme coula sur la joue contusionnée de Grace. Elle pense que vous êtes le seul dont les monstres ont peur. Quelque chose se brisa derrière les yeux de Dominic. Quelque chose d'ancien. Quelque chose d'enterré. Il baissa les yeux vers la petite fille, Emma, toujours tremblante dans les bras de sa mère. Ses petites doigts étaient noueux et blancs, agrippant l'uniforme déchiré de Grace. Son visage était enfoui, mais sa petite voix s'éleva comme une prière. « Maman, le roi va-t-il nous sauver? » Avant que Dominic ne puisse répondre, les portes de chêne s'ouvrirent d'une troisième fois, et le monstre entra. L'homme qui entra apporta avec lui l'odeur de la pluie et des cigarettes rassis. Il était grand, aux épaules larges, le genre d'homme qui remplit une embrasure de porte et le sait. Son trench coat était cher, ses chaussures cirées malgré la tempête dehors, et à sa ceinture, attrapant la lumière ambrée de la pièce d'obsidienne comme un trophée, pendait un badge doré. Détective Derek James Harlow, brigade des mœurs, 15 ans dans la police. Dominic le connaissait. Tout le monde dans son monde le connaissait. Harlow était ce qu'ils appelaient un flic flexible, le genre qui prenait de l'argent des deux côtés et souriait en le faisant. Il avait le visage d'une star de cinéma et la poignée de main d'un politicien. Le genre d'homme que les maires faisaient confiance. Le genre d'homme que les jurys croyaient. C'est ce qui le rendait dangereux. Harlow se tenait dans l'embrasure de la porte, la pluie dégoulinant de son nez, balayant la pièce avec la confiance paresseuse d'un prédateur qui avait déjà attrapé sa proie. Ses yeux balayèrent les gardes du corps, les politiciens stupéfaits et les juges silencieux jusqu'à ce qu'ils se posent sur les deux figures blotties près de la loge de Dominic. Un sourire rampa sur son visage. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un chat acculant une souris. « Vous voilà, » dit Harlow en entrant. Sa voix était calme, presque amusée. « Petit rat !» Tout le corps de Grace se raidit. Elle tira Emma plus près, reculant jusqu'à ce que ses épaules frappent le bord de la loge de Dominic. Sa respiration vint par des halètements courts et rauques. « Derek, s'il te plaît, tais-toi. » Le sourire de Harlow ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent froids. Il fit un pas de plus en avant, sa main planant près de son arme de service. « Tu te rends ridicule, Grace. Lève-toi. Nous rentrons à la maison. » L'atmosphère dans la pièce changea. Chaque homme présent pouvait le sentir, la tension se resserrant comme un fil sur le point de se rompre. Harlow se tourna vers Dominic, son expression se transformant en quelque chose de presque amical, presque raisonnable. « Monsieur Caruso, je m'excuse pour l'intrusion. Dispute domestique. » Il fit un geste vers Grace d'un signe de la main dédaigneux. « Ma fiancée a des problèmes de santé mentale dernièrement. Dépression postpartum. Vous savez comment c'est. Elle a attrapé notre fille et s'est enfuie au milieu de la nuit. Je suis juste ici pour les ramener à la maison. » Sa voix était douce, rodée, la voix d'un homme qui avait raconté ce mensonge 100 fois auparavant. « N'est-ce pas, Grace? » Les yeux de Harlow se posèrent sur elle. Un avertissement. Grace ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle était figée, piégée. Puis une petite voix brisa le silence. « Il ment.
Emma se libéra de l'emprise de sa mère, son petit visage rouge de fureur et de larmes. « C'est un menteur !» cria-t-elle en pointant Harlow. « Il frappe ma main, il la frappe tout le temps. »« Je l'ai vu, je l'ai vu. » Le masque tomba. Pendant une fraction de seconde, le charmant détective disparut. Ce qui restait était quelque chose de laid, quelque chose de sauvage. La mâchoire de Harlow se serra. Ses narines se dilatèrent et sa main droite s'élança en avant par pur instinct, visant directement le visage d'Emma. Petite, sa paume ne fit jamais contact parce qu'une autre main l'attrapa en plein vol. Et la prise qui l'arrêta ressemblait à du fer enveloppé dans de la glace. Dominic Caruso bougea comme une vipère frappant. Un moment, il était assis. Le suivant, sa main était verrouillée autour du poignet de Harlow, arrêtant le coup à quelques centimètres du visage d'Emma strié de larmes. La prise était de fer, absolue, inéluctable. Les yeux de Harlow s'écarquillèrent. Il essaya de reculer, mais c'était comme essayer de se libérer d'un piège d'acier. Son visage se tordit d'abord de surprise, puis de douleur, alors que les doigts de Dominic se resserraient, écrasant les au-dessous. « Vous êtes dans ma maison. » La voix de Dominic était calme, presque douce. Il ne cria pas. Il ne grogna pas. C'est ce qui le rendait terrifiant. Le silence qui suivit était suffocant. Chaque homme dans la pièce d'obsidienne retint son souffle. Le piano s'était arrêté. Le tintement des verres avait cessé. Il n'y avait que le son de la pluie martelant les fenêtres. Et la respiration rauque de Harlow. « Lâche-moi !» siffla Harlow à travers des dents serrées. « Savez-vous qui je, Dominic, bougea ?» Sa main libre se tendit en arrière et attrapa la lourde carafe de cristal de la table. 2000 $ de savoir-faire Waterford rempli de scotch de 50 ans, et l'abattit sur la main piégée de Harlow avec la force d'un marteau de forgeron. Crac! Le son était nauséabond, humide, final, des os s'éclatèrent, des doigts pliés à des angles que Dieu n'avait jamais voulu. Harlow hurla. Ce n'était pas le cri d'un détective décoré, c'était le cri d'un animal, aigu, primal, dépouillé de toute dignité. Il s'effondra à genoux, serrant sa main brisée contre sa poitrine, du sang et du scotch dégoulinant entre ses doigts. Vous, le visage de Harlow était blanc de choc, rouge de rage, des crachats volèrent de ses lèvres alors qu'il criait. Vous avez agressé un officier de police. Je ferai fermer cet endroit. Je vous ferai enterrer. M'entendez-vous? Enterrer. Dominic relâcha sa prise. Il recula, redressa ses manchettes, ajusta le col de sa veste de costume à 10 000 $ comme s'il avait simplement brossé un morceau de pluche. Puis il baissa les yeux vers l'homme tordu sur son sol. « Vous êtes entré dans ma maison, dit Dominic, sa voix ne montant jamais au-dessus d'un murmure. Vous avez menacé une femme. Vous avez terrorisé un enfant. Il marqua une pause. Et vous avez interrompu ma boisson. » Dominic se tourna vers son homme de main droite, qui était resté immobile dans l'ombre. « Enzo, patron, jetez ces ordures dehors. S'il s'approche à moins de 100 mètres de ce bâtiment à nouveau. » Les yeux gris de Dominic vacillèrent avec quelque chose d'ancien et de froid. Il ne s'en ira pas en marchant. 2 gardes du corps se matérialisèrent de l'obscurité. Ils attrapèrent Harlow sous les bras et le traînèrent vers la porte. Ses chaussures polies raclaient inutilement sur le sol de marbre. Il donna des coups de pied. Il cria. Il fit des menaces qui se dissolurent dans la tempête dehors. Les lourdes portes de chêne se refermèrent derrière lui. Le silence revint dans la pièce d'obsidienne. Mais à travers la pluie, à travers les murs épais, la voix de Harlow résonna comme une malédiction. « Ce n'est pas fini, Caruso, vous m'entendez? Ce n'est pas fini. » Dominic se retourna vers la loge. Grace était toujours par terre, serrant Emma, le regardant avec des yeux pleins de terreur et d'autres choses. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Le trajet jusqu'au penthouse fut silencieux. Le SUV blindé fendit les rues trempées de pluie de Manhattan comme un fantôme noir, ses phares fendant l'obscurité. Grace était assise à l'arrière. Emma blottit sur ses genoux, le petit corps de l'enfant cédant finalement à l'épuisement.
Ses petits doigts agrippaient toujours l'uniforme déchiré de Grace, même dans son sommeil. Grace regarda l'arrière de la tête de Dominic pendant qu'il conduisait. Elle avait dit à Emma qu'il était un roi, un protecteur. Mais elle connaissait la vérité. Dominic Caruso était un monstre. Il se trouvait juste être un monstre qui ne les avait pas encore tués. Le penthouse occupait tout le dernier étage d'une tour de verre qui perçait l'horizon de Manhattan. Lorsque les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent, le souffle de Grace se coupa. C'était à couper le souffle. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue d'oiseaux de la ville en contrebas, une mer de lumière scintillant à travers la pluie. Les meubles étaient en cuir italien, d'un blanc éclatant sur des sols de marbre noir poli, un Picasso accroché à un mur, un Basquiat sur un autre. Mais malgré tout son luxe, l'espace semblait vide, froid. Il n'y avait pas de photographie, pas de touche personnelle, aucune preuve que quelqu'un vivait réellement ici. C'était la maison d'un homme qui ne vivait pas. Il existait simplement. Enzo apparut des ombres et prit Emma doucement des bras de Grace. « Elle des invités, » dit Dominic sans se retourner. « Que le médecin examine son bras quand il arrive. » Grace regarda sa fille disparaître dans un couloir. La panique montait dans sa poitrine, mais elle était trop épuisée pour se battre, trop brisée pour courir. Dominic se dirigea vers un chariot de bord en cristal et en or. Il versa 2 verres de whisky, un pour lui, un qu'il posa sur la table basse devant un immense canapé blanc. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas une demande. Grace s'assit. Ses mains tremblaient. Le whisky resta intact. Dominic s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Il fit tourner son verre lentement, ses yeux gris l'étudiant comme si elle était une énigme qu'il décidait de résoudre ou de jeter. « Dites-moi tout, » dit-il, « et ne mentez pas. Si je découvre que vous cachez quelque chose, je vous remettrai moi-même dans la rue. » La gorge de Grace se serra. Elle baissa les yeux vers ses mains, contusionnée, tremblante, tachée de son propre sang, et elle commença à parler. « J'avais 6 ans quand mes parents sont morts. Accident de voiture. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge la veille de Noël. » Les mots vinrent lentement au début, comme de l'eau s'infiltrant à travers des fissures. « Je suis allé dans le système de famille d'accueil. 8 familles en 12 ans. » Elle rit amèrement. 2 d'entre elles n'étaient pas gentilles. Elle n'élabora pas, elle n'avait pas besoin de le faire. La façon dont sa voix se vida disait tout. J'ai eu 18 ans. Pas de famille, pas d'argent, pas d'éducation. Les doigts de Grace s'entortillèrent. J'ai travaillé 3 emplois juste pour m'offrir une chambre dans un sous-sol qui inondait chaque fois qu'il pleuvait. J'ai été sans abri 2 fois. Dormi dans ma voiture quand j'en avais une. Dormi dans des refuges quand je n'en avais pas. Dominic ne dit rien. Il écouta simplement. Quand j'ai eu 24 ans, j'ai rencontré un homme. Il a dit qu'il m'aimait. Un autre rire amer. Je l'ai cru. Je suis tombée enceinte. Sa voix se brisa. Il est parti le jour où je lui ai dit. Il a juste disparu. Pas de mots, pas d'adieu. Je ne l'ai plus jamais revu. Grace pressa ses paumes contre ses yeux, retenant ses larmes. J'ai travaillé des doubles quarts dans 2 restaurants, 12 heures debout tous les jours. Je pensais pouvoir le faire seul. Je pensais être assez forte. Une seule larme coula sur sa joue. J'ai perdu le bébé à 5 mois. Le médecin a dit que c'était de l'épuisement. La malnutrition. Mon corps a juste lâché. Le silence emplit le penthouse. Ce bébé était la seule chose que j'ai jamais eue qui était vraiment la mienne. La voix de Grace était à peine un murmure maintenant. La seule chose qui allait m'aimer juste parce que j'existais. Elle essuya son visage avec le dos de sa main. 1 an plus tard, je travaillais comme femme de ménage dans un hôpital. Il y avait une femme dans l'unité terminale, une héroïnomane, 23 ans, mourante d'une overdose qui avait détruit son foie. Grace leva les yeux vers Dominic. Elle avait une fille, Emma, 2 ans, pas de père, pas de famille.
L'État allait la prendre. Sa mâchoire se serra. La femme m'a attrapé la main. Elle m'a supplié. Elle a dit qu'elle pouvait voir de la gentillesse dans mes yeux. La voix de Grace se brisa. Elle est morte cette nuit-là, et je suis sorti de cet hôpital avec Emma dans mes bras. Pas de papier, dit Dominic calmement. Ce n'était pas une question. Pas de papier, confirma Grace. Légalement, Emma n'existe pas, et elle n'est pas ma fille sur aucun document au monde. Elle baissa à nouveau les yeux vers ses mains. Mais elle est à moi. Elle est tout ce que j'ai. Le silence s'étira entre eux. Puis Grace prit une inspiration tremblante. Puis j'ai rencontré Derek Harlow. La voix de Grace trembla tandis qu'elle continuait. Il y a 18 mois, je travaillais un quart de nuit dans un restaurant à Brooklyn. Un client ivre m'a suivi sur le parking. Il m'a attrapé, a commencé à me traîner vers sa voiture. Elle regarda le sol, ses doigts s'enfonçant dans ses genoux. Et puis Derek est apparu. De nulle part, il a montré son badge, a jeté le gars contre un mur et lui a dit que s'il me touchait encore, il passerait le reste de sa vie dans une cellule. Un rire creux s'échappa de ses lèvres. Je pensais qu'il était mon héros, mon chevalier en armure brillante, un vrai flic, un des bons. Elle secoua lentement la tête. Cela a commencé petit. Il voulait savoir où j'allais, à qui j'envoyais des SMS. Il a dit que c'était parce qu'il se souciait de moi, parce que le monde était dangereux et qu'il voulait me protéger. Sa voix devint plus douce. Puis il a pris mon téléphone, a dit que je n'en avais pas besoin. Il serait toujours là. Il a pris le contrôle de mon argent, a dit qu'il gérerait nos finances. Il a commencé à décider ce que je pouvais porter, où je pouvais aller, à qui je pouvais parler. Grace toucha sa lèvre fendue inconsciemment. La première fois qu'il m'a frappé, il a pleuré après, a dit qu'il était désolé, a dit que cela ne se reproduirait plus jamais. Des larmes coulèrent sur ses joues. C'est arrivé aussi, 3 fois par semaine après cela, il rentrait ivre. Quelque chose le mettait en colère, une assiette dans l'évier. Un mot que j'ai mal dit, un regard qu'il n'aimait pas, et il me corrigeait. La mâchoire de Dominic se serra, mais il resta silencieux. J'ai essayé de partir une fois. Juste une fois. La voix de Grace se brisa. C'est là qu'il m'a parlé d'Emma. Elle leva les yeux vers Dominic, ses yeux verts nageant de désespoir. Il a découvert qu'elle n'a pas de papier, pas de certificat de naissance, pas de dossier d'adoption, rien. Et il a dit, elle s'étouffa avec les mots, il a dit que si j'essayais de m'enfuir, il appellerait les services de protection de l'enfance. Il dirait que je l'ai kidnappée. Il s'assurerait qu'elle irait dans une famille d'accueil où il brise les petites filles. Grace couvrit sa bouche, un sanglot s'échappant entre ses doigts. Alors je suis resté. Je l'ai laissé me faire du mal. Chaque jour parce que je ne pouvais pas les laisser la prendre. Je ne pouvais pas laisser Emma traverser ce que j'ai traversé. Le silence dans le penthouse était assourdissant. Ce soir, murmura Grace, il est rentré ivre, pire que d'habitude. Il râlait à propos d'argent, à propos d'une dette qu'il ne pouvait pas payer. Il faisait les 100 pas, frappait les murs, criait. Tout son corps commença à trembler. Puis il a regardé Emma. Elle était assise sur le canapé, regardant des dessins animés et il a souri. Ce sourire horrible, horrible. La voix de Grace tomba à peine un souffle. Il a dit, « Elle vaut beaucoup pour les bonnes personnes. » Dominic resta immobile. J'ai attrapé une poêle à frire et je l'ai frappée aussi fort que j'ai pu. Et nous avons couru. Nous avons juste couru. Je ne savais pas où aller. Je n'avais pas de plan. Mais Emma, elle se souvenait du roi des nouvelles. Elle a dit qu'il nous sauverait. L'ascenseur tenta. Enzo entra dans la pièce, le visage grave. Il tenait une tablette. « Patron, vous devez voir ça. » Il traversa la pièce jusqu'à Dominic et lui tendit l'appareil. Sur l'écran se trouvait un dossier, relevé bancaire, photographie, virement. « Harlow doit 800 000 $ à la mafia albanaise, » dit Enzo calmement. Une faction appelée le syndicat Carnegie.
Il se spécialise dans le trafic de femmes, d'enfants. Les yeux de Dominic parcoururent les documents. Ils lui ont donné 30 jours pour payer. Cette échéance est demain. La voix d'Enzo se durcit. Il allait vendre la fille pour effacer sa dette. Le verre dans la main de Dominic explosa. Des éclats de cristal se dispersèrent sur le sol. Du sang jaillit de sa paume où les fragments avaient coupé sa peau. Mais il ne broncha pas. Il ne bougea pas. Son visage était devenu blanc. Non pas de choc, mais de rage. Grace le fixa, son cœur battant. Et pour la première fois, elle vit quelque chose derrière ses yeux arctiques. Quelque chose qui la terrifiait et lui donnait de l'espoir. 3 heures plus tard, Grace se tenait dans une salle de bain plus grande que tout son appartement. La vapeur montait autour d'elle, remplissant la pièce de marbre de chaleur. La douche avait 6 tailles différentes, et la pression de l'eau était comme rien de ce qu'elle n'avait jamais connu. Chaude, constante, infinie. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle se tenait là. 10 minutes, 20, peut-être plus. Pour la première fois en 18 mois, personne n'allait faire éruption par la porte. Personne n'allait la traîner par les cheveux. Personne n'allait la punir pour avoir utilisé trop d'eau chaude. La réalisation la frappa comme une vague. Et Grace Sullivan, qui avait survécu aux familles d'accueil et à l'itinérance et aux coups et à la perte, s'effondra contre le mur carrelé et sanglota. Non pas de peur, mais de soulagement. Dominic se tenait aux fenêtres du sol au plafond, regardant la ville en contrebas. La pluie avait cessé, mais la rue scintillait toujours comme des miroirs noirs. Quelque part là-bas, Harlow complotait, planifiait. Un animal blessé était toujours le plus dangereux. Sa main bandée palpitait là où le verre l'avait coupé, mais il le remarqua à peine. Son esprit était ailleurs, calculant des trajectoires, anticipant des mouvements, se préparant à la guerre. L'ascenseur tinta. Enzo sortit, le visage livide. Il tenait une tablette, et le regard dans ses yeux fit se serrer l'estomac de Dominic. « Patron, nous avons un problème. » Il traversa la pièce et alluma l'énorme télévision montée au mur. Un bulletin de nouvelles remplit l'écran, une bannière de nouvelles de dernière minute rouge vif en bas. Chef de la mafia, Dominic Caruso, recherché pour enlèvement et tentative de meurtre d'un officier de police décoré. La mâchoire de Dominic se serra. Sur l'écran. Le détective Derek Harlow se tenait devant un hôpital, sa main brisée enveloppée dans des bandages blancs immaculés. Son visage était arrangé dans une angoisse parfaite. Le faïencé en deuil, le héros blessé. « Dominic Caruso m'a attaqué sans provocation », dit Harlow aux caméras, sa voix tremblante d'émotion travaillée. « Je suis allé à son établissement pour récupérer ma fiancée et ma fille. Il les retient en otage. Grace Vance et sa fille, Emma, sont en extrême danger. Nous croyons qu'il est armé et extrêmement dangereux. » La porte de la salle de bain s'ouvrit. Grace émergea dans des vêtements empruntés, ses cheveux mouillés dégoulinant sur ses épaules. Elle vit l'écran et se figea. « Oh mon Dieu !» Son visage devint blanc. « Oh mon Dieu, non !» Il a retourné le scénario. Dominic dit calmement, ses yeux ne quittant jamais la télévision. Il utilise tout le système comme son arme. Les mains de Grace volèrent à sa bouche. Ils le croiront. C'est un flic. Ils croiront chaque mot. Oui. Dominic se tourna pour lui faire face. Si le SWAT pénètre dans ce bâtiment, ils ne m'arrêteront pas. Ils vous secourront. Ils vous remettront, vous et Emma, directement à Harlow comme victime en deuil. Et vous? Le sourire de Dominic était froid, sans joie. Je serai abattu en résistant à l'arrestation. Une fin tragique mais nécessaire pour un criminel dangereux. Il marqua une pause. Il est plus intelligent que je ne le pensais. Le téléphone d'Enzo bourdonna. Il y jeta un coup d'œil, et le peu de couleur qui restait sur son visage s'écoula. Patron, le SWAT se mobilise depuis le 18e district. Sa voix était tendue. Nous avons peut-être 20 minutes avant qu'il ne pénètre dans le hall. Grace attrapa le bras de Dominic, ses yeux sauvages de terreur.
Ils arrivent, il va prendre Emma, il va savoir. La voix de Dominic coupa sa panique comme une lame. Il ne le fera pas. Il se tourna vers la fenêtre, vers la ville scintillante qui lui avait toujours appartenu. Il est temps de tout réduire en cendres. Dominic se tenait immobile au centre du penthouse. 19 minutes, peut-être moins. Son esprit parcourait les calculs avec une précision froide. 2 chemins s'offraient à lui. 2 futurs. Option 1, se rendre. Appeler ses avocats, laisser le SWAT l'arrêter. Il avait la meilleure équipe juridique que l'argent pouvait acheter. Il pourrait le faire sortir en 48 heures, peut-être 72. Les accusations ne tiendraient pas. Elles ne tenaient jamais. Mais Grace et Emma seraient sauvées, rendues à leur fiancé et père aimant. Et au moment où Dominic prouverait son innocence, il serait trop tard. Arlo s'en assurerait. Option 2, fuir, disparaître, devenir un fugitif de la loi qu'il avait passé 20 ans à manipuler. Il perdrait la pièce d'obsidienne. Ses comptes seraient gelés. Son empire, tout ce qu'il avait construit depuis ses 19 ans, s'effondrerait. Il n'aurait rien. Les yeux de Dominic se posèrent sur le canapé où Emma dormait. Elle semblait si petite, si fragile, ses boucles blondes étalées sur l'oreiller, sa petite poitrine se levant et s'abaissant à chaque respiration. Une main était glissée sous sa joue, l'autre était exposée, et sur ce petit poignet, l'ecchymose violette ressortait comme une marque, une empreinte de pouce pressée dans sa chair par un homme qui était censé la protéger. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Dominic. Il avait de nouveau 12 ans, debout devant une porte de chambre, écoutant les cris de sa mère, voyant les ecchymoses qu'elle essayait de cacher sous de longues manches et des couches de maquillage. Il se souvenait de ses yeux, la façon dont il le cherchait à travers la pièce, et le suppliait silencieusement de ne rien dire. La façon dont elle tressaillait quand une porte claquait trop fort, la façon dont elle regardait le matin où il l'avait trouvée au bas des escaliers, son cou tordu à un angle impossible. Un accident, avait dit son père à la police. Tout le monde l'avait cru. Tout le monde croyait toujours le monstre. Les mains de Dominic se serrèrent en poing. Pas encore, plus jamais. Enzo. Sa voix était calme, finale. Lancez le protocole 0. Le visage d'Enzo devint pâle. Patron, c'est l'option nucléaire. Vous brûlez les maisons sûres. Vous mettez le feu au compte. Vous perdez tout. Le club, les contacts, 20 ans de... J'ai dit faites-le. Les mots coupèrent l'air comme une lame de guillotine. Enzo le fixa un long moment. Puis il hocha la tête une fois et sortit son téléphone. Dominic se tourna vers Grace. Elle tremblait, les yeux écarquillés de confusion et de peur. Il traversa la pièce en 3 enjambées et prit sa main. Sa prise était ferme, chaude, certaine. « Réveille-toi, Emma. Nous partons. »« Où ?» La voix de Grace se brisa. « Où pouvons-nous bien aller? C'est la police. Il a toute la ville. »« Nous allons à mon aérodrome privé. » Les yeux gris de Dominic brûlèrent les siens. « Et puis nous allons en Italie. »« Mais votre empire, votre vie, tout. » « Laissez-le brûler. » Il relâcha sa main et marcha vers l'ascenseur. Tout. L'ascenseur privé plongea de 40 étages en quelques secondes. Grace serra Emma contre sa poitrine. La tête de l'enfant endormi ballottait contre son épaule. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. À côté d'elle, Dominic se tenait parfaitement immobile, une statue sculptée dans la glace et la violence. Les portes s'ouvrirent sur un garage souterrain dont elle ignorait l'existence. Il était caché sous la structure de stationnement officielle du bâtiment, un bunker en béton bordé de VUS noirs, de motos et d'assez de caisses d'armes pour déclencher une petite guerre. Des lumières d'urgence projetaient tout dans une faible lueur rouge. Un Escalade blindé attendait, le moteur déjà en marche. « Montez !» Dominic ouvrit la porte arrière. « Gardez-la endormie si vous le pouvez. » Grace se glissa dans l'intérieur en cuir, berçant Emma contre elle.
L'enfant bougea mais ne se réveilla pas. Dominic monta sur le siège du conducteur. Avant de commencer à rouler, il atteignit le compartiment à gants et en sortit 3 passeports. Il les tendit à Grace. « Ouvrez-les. » Elle le fit. Son souffle se coupa. Le premier passeport portait la photographie de Dominic, mais le nom lisait Daniel Michael Ross, citoyen américain, né à Boston. Le second était le sien. Sophia Marie Ross, même adresse, même date anniversaire, épouse. Le troisième était le visage d'Emma, chérubinique et innocente. Lucia Grace Ross, Phil. À partir de ce moment, dit Dominic, rencontrant ses yeux dans le rétroviseur, « Vous êtes ma femme. Emma est notre fille. Nous sommes la famille Ross, voyageant en Sicile pour les funérailles de ma mère. » Les mains de Grace tremblèrent tandis qu'elle serrait les passeports. « Je ne sais pas comment mentir à la police. Je ne suis pas. Je ne peux pas. » « Vous n'avez pas à mentir. » La voix de Dominic était calme, stable. « Vous êtes juste une mère fatiguée, réconfortant son enfant lors d'un triste voyage. Laissez-moi parler. Le chagrin pousse les gens à poser moins de questions. » Il sortit du garage et s'engagea sur une route de service qui menait loin de l'entrée principale du bâtiment. Au loin, Grace pouvait déjà voir le flash des lumières bleues et rouges convergeant sur la tour qu'il venait de quitter. 15 minutes. Peut-être moins. L'aérodrome privé était dans le New Jersey, à 40 minutes de route par une bonne nuit. Ce soir, cela prit 12. Dominic conduisit comme un démon possédé, slalomant à travers des chemins de traverse et des rues secondaires, évitant chaque intersection majeure où la police pourrait attendre. La pluie avait cessé, mais le brouillard s'accrochait au sol comme un linceul. Ils étaient à 3 miles de l'aérodrome quand ils le virent. Une voiture de police de l'État garée en travers de la route. Les lumières clignotantes, l'estomac de Grace se serra. Ils nous ont trouvés. Baisse la tête. La voix de Dominic ne faiblit pas. Joue avec Emma. Ne regarde pas l'officier. Il ralentit le SUV jusqu'à l'arrêt alors que le policier s'approchait. Un faisceau de lampes de poche fendant l'obscurité. Dominic fouilla dans sa poche et en sortit une paire de lunettes à monture métallique. Il les enfila et la transformation fut instantanée. Le prédateur aux arêtes vives s'adoucit en quelque chose de plus doux. Un architecte, un professeur, un fils en deuil. Le policier frappa à la fenêtre. Dominic la baissa, laissant l'air froid de la nuit inonder l'habitacle. « Route fermée, monsieur. » Le policier se pencha, ses yeux scrutant l'intérieur. Situation de fugitif en ville. Tous les vols privés sont cloués au sol, en attente d'inspection. Officier, je comprends parfaitement. La voix de Dominic avait changé, plus haute, plus déférente, avec un léger accent de Boston. Mais ma mère, elle est décédée ce matin à Palerme. Nous essayons de rentrer à la maison pour l'enterrement avant le reste de la famille. La lampe de poche du policier balaya le siège arrière. Grace n'eut pas à feindre les larmes coulant sur son visage. Elle enfouit sa tête dans les cheveux d'Emma, ses épaules secouées de sanglots sincères. Cela ressemblait à du chagrin. C'était du chagrin. Chagrin pour la vie qu'elle laissait derrière elle. Chagrin pour l'avenir qu'elle ne pouvait pas voir. « Maman », Emma bougea, sa voix épaisse de sommeil. « Pourquoi pleures-tu? » »« Chut, mon bébé. » Grace embrassa son front. « Nous partons juste en voyage. Retourne dormir. » Le regard du policier s'attarda sur eux un long moment. Identité. Dominic tendit le passeport de Daniel Ross sans hésitation. Le policier retourna à sa voiture de patrouille. Grace le regarda par la fenêtre pendant qu'il vérifiait le nom, son cœur menaçant d'exploser de sa poitrine. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Finalement, le policier revint. Il lui rendit le passeport. « Mes condoléances, Monsieur Ross. » Sa voix s'était adoucie. « Vous êtes autorisé à continuer. Soyez prudent. Le temps est toujours mauvais dehors. » « Merci, officier. Que Dieu vous bénisse. » Dominic remonta la vitre et traversa le poste de contrôle. Il n'accéléra pas avant qu'il ne soit complètement hors de vue.
Puis il appuya à fond sur l'accélérateur. Le SUV rugit dans le dernier virage, et là il était, un jet Gulfstream élégant, blanc comme l'os, les moteurs déjà hurlant à la vie sur le tarmac privé. Ils avaient réussi. Le SUV ne s'était pas complètement arrêté avant que Dominic ne soit sorti de la voiture. « Bougez maintenant !» Grace se précipita dehors, Emma serrée contre sa poitrine. Les moteurs du jet rugissaient comme des bêtes affamées. Le vent lui fouettait les cheveux sur le visage. Elle courut vers les escaliers, ses jambes brûlant, ses poumons hurlant. Enzo attendait au bas des marches, un fusil d'assaut en bandoulière sur sa poitrine. Il ressemblait à un soldat se préparant à la guerre. « Le penthouse est dégagé !» cria Enzo par-dessus les turbines. « Je m'occupe du reste. » Dominic lui serra l'épaule. « Réglez les détails. Si Arlo demande, vous êtes au Mexique. » La mâchoire d'Enzo était serrée. « Je connais la routine, patron. » Enzo. Dominic fit une pause dans les escaliers. Quelque chose passa entre eux. 20 ans de loyauté compressés en un seul regard. « Merci. Allez. » Avant qu'il ne ferme de l'espace aérien, Grace était déjà à l'intérieur, attachant Emma dans l'un des larges sièges en cuir de couleur crème. La cabine était obscène dans son luxe. Des accessoires dorés, des tables en acajou, des carafes en cristal, un palais avec des ailes. Dominic claqua la porte de la cabine et la verrouilla. Il se dirigea vers le cockpit, criant au pilote « Allez maintenant !» Avant qu'il n'obtienne l'autorisation de piste, le jet s'élança en avant. Grace attrapa l'accoudoir alors que l'avion commençait à rouler plus vite que n'importe quel vol commercial qu'elle n'avait jamais pris. Les moteurs hurlaient, la cabine tremblait. Elle regarda par la fenêtre. Des lumières bleues et rouges inondaient le tarmac. Des voitures de police déferlaient par la porte principale, sirènes hurlantes, fonçant vers eux comme des loups se refermant sur une proie blessée. Trop tard. Le nez du Gulfstream se leva. Grace sentit son estomac se serrer alors que les roues quittaient le sol. Le jet grimpa brusquement, traversant les nuages bas, laissant le chaos en dessous. Elle regarda par la fenêtre striée de pluie New York s'éloigner sous eux. Les tours, les ponts, la toile scintillante de rue qui avait été sa prison pendant 18 mois, tout se réduisit à rien. Juste de minuscules points de lumière, puis l'obscurité, puis disparut. Emma dormit pendant tout cela. Elle était blottie dans le siège en cuir comme un chaton, son pouce près de sa bouche, son visage paisible pour la première fois depuis des mois. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait été proche d'être vendue, de disparaître pour toujours. Grace était assise en face d'elle, tremblante, l'adrénaline s'estompait, la laissant vide et à vif. Dominic sortit du cockpit. Il avait enlevé ses lunettes. Le fils en deuil avait disparu. Le patron de tous les patrons était de retour. Il se servit un verre et s'assit en face de Grace. Le silence s'étira entre eux. « Vous avez tout abandonné », Grace murmura finalement. « Votre club, votre argent, toute votre vie. » Elle secoua la tête. « Pour nous? Pourquoi? » Dominic ne répondit pas immédiatement. Ses yeux gris se posèrent sur Emma, sur la petite fille qui avait couru dans une pièce pleine de tueurs et supplié un monstre de la sauver. « Elle a du crâne, » dit-il calmement, « courir dans la fosse aux lions pour échapper à une hyène. » Grace attendit. Le silence s'étira plus longtemps. « Et aucun enfant, » dit Dominic, sa voix tombant à quelque chose de brut et d'ancien, ne devrait jamais être vendu comme du bétail. Il se tourna vers la fenêtre. Dehors, la première lumière pâle de l'aube saignait à l'horizon. L'obscurité reculait. La tempête était derrière eux, et quelque part devant, à travers un océan d'eau noire, le soleil se levait sur l'Europe. Le Gulfstream atterrit à Palerme alors que l'aube se levait sur la Méditerranée. Grace n'avait jamais vu de couleur comme celle-ci. Le ciel peint de rubans d'orange brûlé et de violet profond. La mer en contrebas chatoyante comme de l'or liquide. C'était beau, presque douloureusement. Un hélicoptère attendait sur le tarmac. Ils furent transférés rapidement.
Emma encore somnolente et confuse dans les bras de Grace. L'hélicoptère décolla avant même que Grace ne puisse boucler sa ceinture de sécurité, virant brusquement au-dessus de la côte et se dirigeant vers le nord. 20 minutes plus tard, elle la vit. Villa Caruso. Elle s'élevait des falaises comme quelque chose sorti d'un rêve fiévreux. Une forteresse déguisée en paradis. D'anciens murs de pierre entouraient le domaine. Leur surface grise adoucie par des siècles de vent et de sel. Au-delà d'eux, des jardins en terrasse descendaient vers la mer. Des oliviers, des citronniers, des bougainvilliers explosant dans des nuances violentes de violet et de rouge, et partout, des hommes qui ressemblaient à des jardiniers, mais se déplaçaient comme des soldats. L'hélicoptère atterrit sur un héliport privé taillé dans le sommet de la falaise. Au moment où les rotors ralentirent, le parfum frappa Grace comme une vague de sel et d'agrumes et quelque chose d'ancien, quelque chose d'éternel. « Est-ce un château? » murmura Emma, des yeux écarquillés. « C'est une maison sûre, Piccolina, » dit Dominic, sortant sur l'aire d'atterrissage en pierre. « Et oui, c'est un peu comme un château. » Les portes principales de la villa s'ouvrirent, et une femme âgée en sortit. Elle était entièrement vêtue de noir, robe noire, châle noir, chaussures noires usées par des décennies d'utilisation. Ses cheveux étaient argentés, tirés en un chignon sévère. Son visage était marqué par l'âge, mais ses yeux sombres étaient aussi aiguisés que des couteaux. « Dominic !» Sa voix se brisa d'émotion alors qu'elle se hâtait vers lui, les bras tendus. « Tu ne m'as pas dit que tu venais. J'aurais préparé. » Elle s'arrêta. Ses yeux avaient trouvé Grace. Puis Emma, les ecchymoses sur les bras de Grace, la fente en guérison sur sa lèvre, la façon dont elle tenait sa fille comme si elle avait peur que quelqu'un ne la lui arrache. L'expression de la vieille femme changea. La confusion fondit en autre chose, quelque chose d'ancien et de maternel et de féroce. « Rosa, » dit Dominic calmement, « voici Grace et voici Emma. » Il posa sa main sur le bas du dos de Grace, un geste possessif, ferme et délibéré. Leur famille. Les sourcils de Rosa se levèrent. Elle regarda Dominic, le regarda vraiment, et quelque chose de non dit passa entre eux. 25 ans d'histoire, de secrets, de compréhension. Puis elle se tourna vers Grace et sourit. « Viens, enfant. » Sa voix était chaude maintenant, douce. « Tu as l'air épuisé, ou que les deux. Nous allons vous nettoyer et vous nourrir. » Elle s'agenouilla au niveau d'Emma. « Et toi, petite, aimes-tu les cannolis? Je fais les meilleurs de Sicile. » Emma regarda Grace pour obtenir la permission. Grace hocha la tête. Rosa prit la main d'Emma et la guida à l'intérieur. Grace suivit, jetant un dernier coup d'œil à Dominic. Il parlait déjà à un autre homme, grand, cicatrisé, avec la carrure d'un boxeur et les yeux d'un faucon. Marco Benedetti, chef de la sécurité. « Verrouillez tout », ordonna Dominic. « Patrouille de périmètre toutes les 15 minutes. Capteur sur la falaise. Détecteur de mouvement dans les oliveraies. » Marco hocha la tête. « Autre chose? » La mâchoire de Dominic se serra. « Si une mouette atterrit sans permission, je veux le savoir. » Compris, Don Caruso. Cette nuit-là, Grace se tenait à la fenêtre de sa suite. La pièce était énorme, plus grande que tout son appartement à Brooklyn. Un lit à baldaquin drapé de lin blanc. Des meubles anciens qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle avait gagné en une vie. Une terrasse privée surplombant la mer Tyrrhénienne. Emma dormait derrière elle, blottie au centre de ce lit immense comme une petite île dans un océan de soie. Grace pressa sa paume contre le verre froid. La lune planait au-dessus de l'eau, traçant un chemin argenté à travers les vagues. Quelque part en dessous, elle pouvait entendre le fracas lointain des vagues contre les rochers. Pas de sirène, pas de cris, pas de pas dans le couloir. Pour la première fois en 8 mois, Grace Sullivan prit une profonde inspiration et l'expira. Jour 1, Grace se réveilla en hurlant, ses mains griffant les draps,
son cœur battant contre ses côtes. Pendant un moment terrible, elle ne sut pas où elle était. La pièce était trop grande, le lit était trop doux, la lumière était mauvaise. Derek arrivait. Il les avait trouvés. Il était maman. La voix d'Emma coupa la panique. Grace cligna des yeux, se concentra. Sa fille était assise près de la fenêtre, un morceau de papier sur ses genoux et des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. La lumière du soleil traversait la vitre, peignant ses boucles blondes d'or. « Maman, regarde. » Emma leva son dessin, un croquis rudimentaire mais reconnaissable de la mer, des vagues bleues sous un soleil jaune. « J'ai fait l'eau. » Grace pressa une main sur sa poitrine, souhaitant que son cœur ralentisse. « C'est beau, mon bébé. » Emma se retourna vers la fenêtre, son petit visage paisible. « Maman, c'est si calme ici. » Elle marqua une pause, réfléchissant. « J'aime ça. » Quelque chose à l'intérieur. Grace se brisa. Elle traversa la pièce, s'agenouilla et serra Emma dans ses bras. Les larmes vinrent sans avertissement, chaudes et infinies, trempant les cheveux de sa fille. « Maman, pourquoi pleures-tu? »« Je suis juste heureuse, mon bébé. » La voix de Grace se brisa. « Je suis tellement heureuse. » Jour 2, le dîner fut servi sur la terrasse au coucher du soleil. Rosa avait insisté. « Le personnel doit vous voir comme une famille, » expliqua-t-elle en disposant des assiettes de pâtes fraîches et de poissons grillés. Les rumeurs voyagent vite en Sicile. Si quelqu'un soupçonne la vérité, cela pourrait atteindre les mauvaises oreilles. Alors ils jouèrent leur rôle. Grace portait une robe que Rosa avait fournie, de la soie émeraude qui correspondait à ses yeux, cintrée à la taille, tombant jusqu'aux chevilles. C'était la plus belle chose qu'elle n'ait jamais portée. Elle se reconnut à peine dans le miroir. Quand elle monta sur la terrasse, Dominic était déjà assis. Il leva les yeux et juste un instant, une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux arctiques. Quelque chose de chaud, quelque chose d'humain. Puis ce fut parti, enterré sous la glace une fois de plus. « Tu as meilleure mine, dit-il simplement. Je me sens mieux. » Ils mangèrent en silence au début. Le personnel se déplaçait autour d'eux, versant du vin, débarrassant les assiettes, et Grace sourit quand il le fallait, rit quand c'était nécessaire. La performance d'une famille heureuse. Puis Emma parla. « Papa, je peux avoir plus de pâtes? » Le mot resta suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Grace se figea. Sa fourchette s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Dominic resta complètement immobile. Emma regarda entre eux, confuse. « Quoi? Rosa a dit de t'appeler papa, pour faire semblant. » Le silence s'étira. Puis Dominic tendit la main à travers la table, prit le plat de service et servit plus de pâtes dans l'assiette d'Emma. « Mange lentement, Piccolina, » dit-il calmement, « ou tu auras mal au ventre. » Il ne la corrigea pas. Il ne dit pas un mot. Jour 3, Grace commença à s'habituer au rythme de la villa. Promenade matinale à travers les citronniers. Sieste l'après-midi pendant qu'Emma jouait dans le jardin. Soirée sur la terrasse, regardant le soleil couler dans la mer. C'était paisible. Sûr, trop sûr. Elle savait que cela ne pouvait pas durer. Quelque part de l'autre côté de l'océan, Arlo chassait, planifiait, attendait. Ce paradis était du temps emprunté et la dette finirait par arriver. Les nuits étaient les pires. Grace s'endormait au son des vagues pour se réveiller des heures postérieures, trempée de sueur, la gorge à vif à cause de cris dont elle ne se souvenait pas. Emma faisait aussi des cauchemars. La 3e nuit, Grace se réveilla au son de gémissements. Elle trouva Emma se débattant dans les draps, des larmes coulant sur son visage. « Maman! Maman! Il arrive! Il arrive! » Grace serra sa fille contre elle, la berçant comme elle l'avait fait quand Emma était bébé. « Chut, chut! Il n'est pas ici. Il ne peut pas te faire de mal. Je ne le laisserai pas. » Mais même en prononçant ces mots, elle n'était pas sûre d'y croire. Au matin du 3e jour, Grace se réveilla dans le silence. Elle tendit la main à travers le lit, vide. Ses yeux s'ouvrirent brusquement.
Le côté du lit d'Emma était froid, les draps étaient froissés, l'oreiller portait toujours l'empreinte de sa petite tête, mais Emma était partie. Le sang de Grace se glaça. Emma, pas de réponse. Emma, elle jeta les couvertures et courut au balcon, le cœur battant dans sa gorge. Elle regarda dans le jardin et arrêta de respirer. Le cœur de Grace s'arrêta. Là, dans le jardin en contrebas, se trouvait Dominic Caruso agenouillé sur l'herbe à la lumière du matin, et debout devant lui, son petit visage plissé de concentration, était Emma. Dominic tenait une épée d'entraînement en bois. La panique de Grace se transforma en quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de chaud et de furieux. Elle sortit en sprint de la pièce, descendit l'escalier en marbre, traversa le grand foyer et sortit sur la terrasse. Ses pieds nus claquaient contre la pierre alors qu'elle courait vers le jardin. Elle pouvait les entendre maintenant. La peur est un signal, Emma. La voix de Dominic était basse et sérieuse. Il ne lui parlait pas comme à une enfant. Il lui parlait comme à une égale, pas un ordre. Tu la sens, puis tu agis. Compris? Emma hocha la tête solennellement. Comme quand le méchant est venu. Exactement comme ça. Le méchant a utilisé la peur pour te rendre petite. Mais tu n'es pas petite. Dominic leva l'épée en bois. Tu es une Caruso maintenant, et les Caruso ne reculent pas. Il positionna ses petites mains sur la poignée. Si quelqu'un essaie de t'attraper, que fais-tu? Je m'enfuis. Non, Dominic secoua la tête. Tu ne recules pas. Tu t'approches d'eux. C'est la dernière chose à laquelle ils s'attendent. Il démontra un pas rapide en avant, un coup de pied. Avance, piétine leurs pieds, puis vise le nez. Il tapota son propre nez d'un doigt. Cela ne demande pas beaucoup de force. Même quelqu'un de ta taille peut casser un nez si tu le frappes bien. Emma gloussa. C'est dégoûtant. C'est de la survie. Maintenant montre-moi. Emma prit une profonde inspiration. Elle fit un pas en avant, piétina son petit pied et leva son poing. Bien. Encore plus fort. Stop! La voix de Grace brisa le calme matinal. Elle traversa la pelouse en furie, sa poitrine haletantée, ses yeux flamboyants de fureur. Qu'est-ce que vous croyez faire, bordel? Dominic se leva lentement. Son visage était illisible. Lui apprendre. Lui apprendre quoi? Comment être violente? Comment faire du mal aux gens? Grace attrapa les épaules d'Emma, l'attirant en arrière. Elle a 5 ans. N'osez pas de la transformer en arme. Emma leva les yeux vers sa mère, confuse. Maman, j'apprenais juste. Entre, mon bébé. Rosa va te faire le petit déjeuner. Mais, maintenant, Emma. La lèvre inférieure d'Emma trembla. Mais elle obéit, courant vers la villa avec l'épée en bois toujours serrée dans sa main. Grace se tourna brusquement vers Dominic. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Je ne l'ai pas amenée ici pour que vous puissiez la transformer en... En quoi? La voix de Dominic était dangereusement calme. Une survivante? Une tueuse? Je lui apprends à survivre, Grace. Sa mâchoire se serra. Arlo n'est pas le seul monstre dans ce monde. Je ne serai pas toujours là pour la protéger. Ni vous. Pourquoi vous en souciez-vous même? La voix de Grace se brisa. Ce n'est pas votre fille. Ce n'est pas votre responsabilité. Pourquoi tout cela vous importe-t-il? Silence. La brise méditerranéenne bruissait à travers les oliviers. Quelque part au loin, un oiseau chantait. Dominic la fixa un long moment. Ses yeux gris étaient illisibles, mais sous la glace, quelque chose bougea. Quelque chose de vieux, quelque chose de blessé. Ma mère a été battue à mort quand j'avais 12 ans. La colère de Grace s'évapora. C'était une femme douce, gentille, parlant doucement. La voix de Dominic était plate, mais ses mains s'étaient crispées d'un poing sur ses côtés. Mon père était un monstre. Il lui faisait du mal tous les jours. Elle ne ripostait jamais. Elle ne fuyait jamais. Elle a juste enduré parce qu'elle pensait que c'était ça, l'amour.
Il se détourna, regardant la mer. Une nuit, ça a été trop loin. J'étais dans la pièce d'à côté. J'ai tout entendu. Sa voix tomba à peine un murmure. Ses cris, les bruits de poings frappant la chair. Le moment où les cris se sont arrêtés. La main de Grace vola à sa bouche. J'avais 12 ans. Je n'étais pas assez fort, je n'étais pas assez rapide, je n'ai pas pu la sauver. Il se retourna pour lui faire face. J'ai juré cette nuit-là que je deviendrais si puissant, si terrifiant que personne ne me ferait plus jamais de mal. Que personne ne ferait plus jamais de mal à qui que ce soit que j'aimais. Ses yeux gris se posèrent sur les siens. Je suis devenu le monstre pour que les monstres me craignent. Mais il était trop tard pour elle. Il marqua une pause. Je ne serai pas trop tard pour Emma. Grace resta figée dans le jardin, le soleil du matin chaud sur sa peau, les larmes coulant sur son visage. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle ne vit pas un chef de la mafia. Elle ne vit pas un tueur. Elle vit un garçon brisé qui n'avait jamais cessé d'essayer de sauver sa mère. Le sommeil ne vint pas. Grace était allongée dans l'immense lit, fixant le plafond, écoutant la douce respiration d'Emma à côté d'elle. Les cauchemars avaient enfin libéré sa fille, mais ils n'en avaient pas fini avec Grace. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Derek, son sourire, son poing. À 2 heures du matin, elle abandonna. Elle quitta le lit avec précaution, enroula une robe de soie autour de ses épaules et sortit sur le balcon. La Méditerranée s'étendait devant elle comme un verre noir, la lune traçant un chemin argenté sur sa surface. L'air sentait le sel et le jasmin quelque part en dessous. Les vagues se brisaient contre des rochers anciens dans un rythme infini. Elle n'était pas seule. Dominic se tenait à l'autre bout de la terrasse, un cigare brillant entre ses doigts. Il était toujours habillé, chemise noire, manches retroussées jusqu'au coude, comme si le sommeil était un concept qui ne s'appliquait pas à lui. Il ne se retourna pas. « Tu ne dors pas non plus. » Grace hésita, puis elle marcha vers lui, ses pieds nus silencieux sur la pierre froide. Les cauchemars ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent jamais. On apprend juste à vivre avec eux. Il expira un filet de fumée dans l'air nocturne. Elle se tint à côté de lui, au garde-corps, assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. Ils regardèrent la mer ensemble en silence. « Je suis désolé, dit Grace finalement, de vous avoir crié dessus ce matin à propos d'Emma. Vous protégiez votre fille. Ne vous excusez jamais pour ça. » Plus de silence. Puis, sans trop savoir pourquoi, Grace commença à parler. « Je rêvais d'avoir une famille. Quand j'étais en famille d'accueil, allant de maison en maison, je restais éveillé la nuit et j'imaginais ce que ça ferait d'appartenir à un endroit, d'avoir quelqu'un qui ne partirait jamais. » Elle serra le garde-corps. La plupart des familles étaient bien. Distantes, mais bien, mais 2 d'entre elles. Sa voix fléchit. 2 d'entre elles m'ont appris ce que ça signifiait d'être vraiment seul, de crier et de savoir que personne ne venait. Dominic ne dit rien. Il écouta simplement. Quand je suis tombée enceinte, j'ai pensé, ça y est, c'est ma chance. Quelqu'un qui m'aimerait juste parce que j'existais. Quelqu'un qui ne m'abandonnerait jamais. Des larmes coulèrent sur ses joues. J'allais l'appeler Lily. J'avais la chambre d'enfant prévue dans ma tête. Des murs jaunes, un mobile avec de petites étoiles. Elle rit amèrement. Je ne pouvais rien me permettre de tout ça, mais j'en rêvais toutes les nuits. Sa voix se brisa. Quand je l'ai perdue, j'ai voulu mourir. Je me suis assise dans cette chambre d'hôpital et j'ai pensé à toutes les façons de faire cesser la douleur. Je n'avais rien, personne, juste ce vide où elle aurait dû être. Grace essuya son visage avec des mains tremblantes. Puis Emma est arrivée. Cette petite fille brisée qui avait besoin de quelqu'un aussi désespérément que j'avais besoin d'elle. Elle m'a sauvé. Dominic, si je ne l'avais pas eu, j'aurais abandonné il y a longtemps. Le cigare s'était réduit en cendres.
Dominic le posa. Ma mère me chantait des chansons, dit-il calmement. Des berceuses italiennes. Elle avait la plus belle voix. Grace le regarda. Elle était gentille, douce, tout ce que mon père n'était pas. Sa mâchoire se serra. Il l'a battue pendant 20 ans, lui a cassé les os, lui a brisé l'esprit, et elle est restée parce qu'elle pensait que c'était ça l'amour, parce qu'elle voulait me protéger. Il fixa l'horizon. La nuit de sa mort, j'étais dans ma chambre, faisant semblant de dormir. Je l'ai entendu lui crier dessus. J'ai entendu les bruits. Sa voix devint creuse. J'ai mis mon oreiller sur ma tête et j'ai prié pour que ça s'arrête. Le cœur de Grace se brisa. Ça s'est arrêté finalement quand il n'y avait plus rien à casser. Le silence s'étira entre eux. J'ai juré cette nuit-là que je deviendrais si puissant que personne ne pourrait plus jamais me faire de mal, que je deviendrais la chose que les monstres craignaient. Il se tourna pour la regarder. J'ai tué des hommes, Grace. J'ai détruit des vies. J'ai fait des choses qui vous feraient fuir en hurlant dans la nuit. Ses yeux gris étaient hantés. Mais parfois je me demande s'il reste quelque chose d'humain à l'intérieur. Grace tendit la main. Sa main toucha la sienne doucement, hésitante, ses doigts reposant sur ses phalanges cicatrisées. Il tressaillit juste légèrement, comme si la gentillesse était une langue qu'il avait oubliée. « Vous nous avez sauvés, » murmura Grace. « Vous avez réduit votre empire en cendres pour protéger une femme et un enfant que vous connaissiez à peine. Un monstre ne ferait pas ça. » Elle lui serra la main. « Peut-être que vous n'êtes pas aussi perdu que vous le pensez. » Dominic la fixa. Personne ne l'avait jamais regardé comme ça. Non pas avec peur, non pas avec cupidité, non pas avec un respect calculé, juste de la compréhension, juste le voir lui. Le silence s'étira, chaud et fragile. Puis Dominic parla, sa voix rauque. « Tu es plus forte que tu ne le sais, Grace. Arrête de te voir comme une victime. » Son pouce effleura ses phalanges. « Tu as survécu à des choses qui briseraient la plupart des gens. Il est temps que tu commences à y croire. » Ils se tinrent là ensemble alors que la lune dérivait dans le ciel. Deux personnes brisées trouvant quelque chose d'inattendu dans l'obscurité, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. La paix se brisa à 2 heures du matin. Grace rêvait de murs de chambre d'enfants jaunes quand la porte de sa chambre explosa vers l'intérieur. Elle se redressa brusquement, le cœur battant contre ses côtes, le clair de lune coupant la pièce, illuminant la silhouette dans l'embrasure de la porte. Dominic, il était entièrement habillé. Un pistolet brillait dans sa main droite. Son visage était sculpté dans la pierre. Pas de chaleur, pas d'humanité, juste la concentration froide et létale d'un prédateur. « Prends Emma maintenant !» Grace ne posa pas de questions. Elle jeta les couvertures et souleva Emma du lit. L'enfant bougea, gémissant. « Maman. »« Chut, bébé. C'est bon. Nous jouons juste à un jeu. » Grace se tourna vers Dominic. « Que se passe-t-il? » « Un de mes gardes a manqué son pointage. » Dominic se déplaça vers la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers les rideaux. Les capteurs de périmètre ont détecté 3 véhicules approchant de la route privée. Pas de phare. Le sang de Grace se glaça. Arlo nous a trouvés. Non. La mâchoire de Dominic se serra. Arlo n'a pas de juridiction ici. Il n'a pas les ressources pour faire un raid sur une villa en Sicile. Alors qui? Crash! Le bruit de verre brisé éclata de quelque part en dessous. Lointain mais à l'intérieur de la maison, puis des coupes de feu. Pop, pop, pop. Coups étouffés. Professionnels. Mortels. Emma cria. Grace lui couvrit la bouche de sa fille, sa propre terreur menaçant de l'engloutir. Ils sont à l'intérieur. Dominic attrapa le bras de Grace, la tirant vers la porte. Mafia albanaise, le syndicat Kresniki. Ils sont là pour Emma. Mais comment? Comment nous ont-ils trouvés?
Plus de coups de feu, plus proches maintenant. Des cris dans une langue que Grace ne reconnaissait pas résonnèrent dans les couloirs de marbre. Le visage de Dominic était pâle de fureur. Quelqu'un leur a dit, quelqu'un ayant accès à notre emplacement, à nos se racle la gorge protocole de sécurité, à tout. Sa prise sur son bras se resserra. Quelqu'un nous a trahis. Des pas lourds tonnèrent dans le grand escalier. Plusieurs ensembles se déplaçant rapidement. Dominic poussa Grace dans le couloir, se positionnant entre elle et le son. La cave à vin, siffla-t-il. Il y a un passage en dessous, mène aux grottes de la plage. Allez. Et vous? Je les retiens. Dominic bougeait. Il la poussa en avant juste au moment où des ombres apparurent en haut des escaliers. Grace courut. Emma sanglota contre son épaule, ses petits doigts s'enfonçant dans le cou de Grace. Le sol de marbre était froid sous ses pieds nus. Les murs défilaient. Peintures à l'huile, tapisseries anciennes, des siècles d'histoire des Caruso la regardant fuir. Derrière elle, des coups de feu éclatèrent, et les cris commencèrent. Ils coururent dans le grand escalier. Dominic ouvrit la marche, pistolet levé, vérifiant les coins avec une précision exercée. Grace suivit de près. Le visage d'Emma enfoui dans son épaule, les larmes de l'enfant trempant sa robe de soie. Les bruits de la bataille résonnèrent à travers la villa. Coups de feu, verres brisés, hommes criant en albanais et en italien. Le sort de Rosa était inconnu. Les gardes qui avaient juré de les protéger mouraient ou étaient déjà morts. La cave à vin, murmura Dominic. Encore 30 pieds. Ils atteignirent le rez-de-chaussée. La cuisine était devant et au-delà. Le garde-manger qui cachait l'entrée des catacombes. 20 pieds. 10. Une silhouette sortit des ombres. Le cœur de Grace s'arrêta. Marco Benedetti se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant leur chemin. Le chef de la sécurité, l'homme en qui Dominic avait confiance de sa vie. Il tenait une arme et elle était pointée directement sur la poitrine de Dominic. « Je suis désolé, Don Caruso. » Dominic se figea. Son arme se leva instinctivement, mais le doigt de Marco était déjà sur la gâchette. « Marco !» La voix de Dominic était étrangement calme. « Ne fais pas ça. Je n'ai pas le choix. » Le visage de Marco était glissant de sueur, ses yeux sauvages de désespoir. Ils sont venus chez moi le mois dernier, m'ont montré des photos de ma femme, de mes enfants, m'ont dit ce qu'ils leur feraient si je ne coopérais pas. Ils mentent, ils tueront votre famille de toute façon. Peut-être. Le pistolet de Marco ne vacilla pas. Mais si je vous laisse partir, ils les tueront certainement ce soir. Vous savez comment les Albanais fonctionnent. Dominic fit un pas lent en avant, se positionnant entre Marco et Grace. Combien vous ont-ils offert? 5 millions d'euros. Marco rit amèrement. Plus d'argent que je n'en gagnerais en 10 vies. Assez pour disparaître, pour recommencer. Ils ne vous paieront pas, Marco. Vous êtes un détail lâche. Au moment où vous la livrez, vous devenez une responsabilité. C'est ton problème, pas le vôtre. Les yeux de Marco se posèrent sur Grace, sur la petite silhouette tremblante dans ses bras. Posez l'arme, Don Caruso. Donnez-moi la fille. C'est tout ce qu'ils veulent. Juste la fille. Les bras de Grace se resserrèrent autour d'Emma. Un sanglot s'échappa de sa gorge. Non, non, vous ne pouvez pas l'avoir. Papa. La petite voix d'Emma coupa l'attention. Elle leva son visage strié de larmes de l'épaule de Grace, ses yeux bleus fixés sur Dominic. Papa, j'ai peur. Quelque chose se brisa derrière les yeux de Dominic. Il regarda Marco. Il calcula les angles. S'il tirait maintenant, Marco pourrait presser la gâchette par réflexe. La balle pourrait toucher Grace, ou pourrait toucher Emma. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Lentement, atrocement lentement, Dominic plia les genoux et posa son pistolet sur le sol de marbre. « Prenez-moi à la place. » Sa voix était plate, morte. « Laissez-les partir.
Je vaux plus pour les Kresniki vivants qu'un enfant. Marco secoua la tête. Ils ne vous veulent pas. La tête de Harlow était spécifique. Une fille blonde, 5 ans. C'est le paiement. Son doigt se resserra sur la gâchette. Ne rendez pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Dominic se redressa, les mains levées. J'ai été bon avec vous, Marco. Je vous ai traité comme un frère. Je sais. La voix de Marco se brisa. C'est pourquoi c'est si difficile. Il fit un pas en avant. Sa main libre se tendit vers Emma. Viens ici, petite. Personne ne va te faire de mal. Nous allons juste faire un petit voyage. Emma cria. Grace trébucha en arrière, serrant sa fille comme une bouée de sauvetage. Et à ce moment-là, ce moment terrible et figé, ses yeux se posèrent sur quelque chose dans l'ombre derrière Marco. Un buste de marbre sur un piédestal. Marc Aurèle, lourd, solide, à portée de main. Les mots de Dominic résonnèrent dans son esprit. Arrête d'être une victime. Sois la reine. L'attention de Marco était fixée sur Dominic. La vraie menace, la dangereuse. Il ne regarda même jamais Grace. Sa main se referma autour du bras d'Emma. Les doigts de Marco se refermèrent autour du bras d'Emma. L'enfant poussa un cri aigu et perçant qui brisa l'air comme du verre brisé. Non! La voix de Grace jaillit de sa gorge. Ne la touchez pas. Mais Marco n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur Dominic, la vraie menace, le dangereux, les patrons de tous les patrons, maintenant désarmés et impuissants. Erreur fatale. Il ne regarda jamais Grace. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle n'était qu'une serveuse, une victime, une femme brisée qui avait passé 18 mois à se cacher sous les coups d'un homme de la moitié de la taille de Marco. Elle n'était rien. Mais alors que la pointe de Marco se resserrait sur le bras d'Emma, quelque chose d'ancien et de primal s'alluma dans la poitrine de Grace. Arrête d'être une victime. Les mots de Dominic résonnèrent dans son esprit. Sois la reine qu'elle pense que tu es. Elle pensa à la mère biologique d'Emma, cette femme mourante à l'hôpital qui n'avait pas pu protéger son enfant, qui avait supplié une étrangère de faire ce qu'elle ne pouvait pas. Je ne serai pas elle. Elle pensa à sa propre mère morte sur une autoroute quand Grace avait 6 ans, incapable de protéger sa fille de ce qui est venu après. Je ne serai pas elle. Elle pensa à chaque foyer d'accueil, chaque ecchymose, chaque nuit passée à pleurer dans un oreiller, priant pour que quelqu'un la sauve. Personne n'est jamais venu. Plus jamais. Les yeux de Grace se fixèrent sur le buste de marbre de Marc Aurèle, assis sur son piédestal, à 3 pieds de là, lourd, solide, létal. Elle ne cria pas. Elle n'hésita pas. Elle ne demanda pas la permission. Grace se jeta. Ses mains se refermèrent sur la pierre froide, 20 livres d'ancien empereur romain. L'adrénaline la rendit légère. La fureur la rendit forte. Elle frappa. Le buste heurta le côté du crâne de Marco avec un craquement répugnant. L'os craqua, le sang gicla. Le pistolet de Marco se déchargea. Bang! La balle brisant un miroir antique derrière la tête de Dominic. Puis Marco s'effondra. Il frappa le sol de marbre comme une marionnette dont les fils ont été coupés, son corps tressaillant une fois avant de s'immobiliser. Une flaque sombre commença à s'étendre sous sa tête. Dominic bougea comme l'éclair. Il donna un coup de pied à l'arme tombée de Marco sur le sol, ramassa son propre pistolet et se tourna vers Grace en un mouvement fluide. Elle était toujours là. Le buste avait glissé de ses doigts, atterrissant à côté du corps immobile de Marco avec un bruit sourd. Ses mains tremblaient, du sang éclaboussait sa robe de soie. Le sang de Marco, chaud et humide contre sa peau. Mais ses yeux ne tremblaient pas. Ils étaient sales, clairs, brûlants de quelque chose qui n'avait pas été là avant. Emma sanglota dans ses bras, le visage enfoui dans l'épaule de sa mère. « Maman, maman, c'est bon bébé. » La voix de Grace était étonnamment calme. « Maman est là. Maman te tient. » Dominic la fixa. Pendant un long moment,
Il ne vit pas la serveuse du casino. Il ne vit pas la femme terrifiée qu'il avait suppliée de pitié dans la pièce d'obsidienne. Il vit une guerrière, une reine, une mère qui tuerait pour son enfant. Grace, elle le regarda. Nous devons bouger maintenant. Derrière eux, des pas tonnèrent à travers la villa, des cris en albanais. Plus proche, les soldats de Kresniki avaient entendu le coup de feu. Ils arrivaient, Dominic attrapa la main de Grace et la tira vers la cuisine. Les catacombes couraient. Ils firent éruption dans la cuisine. Dominic attrapa une bonbonne de propane à côté de la cuisinière industrielle et ouvrit la valve. Le sifflement emplit la pièce alors que le gaz se répandait dans l'air. Continuez. Il poussa Grace vers le garde-manger. Ne vous arrêtez pas. Le garde-manger était bordé d'étagères de pâtes et d'huile d'olive, des siècles d'abondance sicilienne. Dominic attrapa l'étagère la plus proche et la souleva. Elle s'ouvrit sur des charnières cachées, révélant un escalier en pierre sombre descendant dans la terre. Mêlée. Grace plongea dans l'obscurité, Emma serrée contre sa poitrine. L'air devint froid, instantanément humide et ancien, sentant la pourriture et le vieux vin. Derrière eux, des voix albanaises résonnèrent à travers la cuisine. Dominic leva son pistolet et tira une fois. L'étincelle enflamma le gars. Boum! L'explosion ébranla la villa jusqu'à ses fondations. Un mur de chaleur déferla dans l'escalier, brûlant les cheveux de Grace. Elle trébucha, mais continua de courir, ses pieds nus claquant contre des pierres posées il y a 500 ans. Les catacombes tournaient et tournaient, un labyrinthe creusé sous les falaises par les ancêtres Caruso qui avaient eu besoin de voies d'évasion bien avant la naissance de Dominic. La seule lumière venait du téléphone de Dominic, son faisceau pâle coupant à travers l'obscurité absolue. Jusqu'où encore? Grace héta, continuait à bouger. Ils coururent, le tunnel se rétrécit, les plafonds s'abaissa. Grace dut se baisser, protégeant la tête d'Emma de sa main. De l'eau dégoulinait d'en haut, trempant ses cheveux, coulant sur son visage comme des larmes. Puis l'air changea, sel, embrun, le rugissement des vagues. Ils émergèrent dans une grotte naturelle au pied des falaises. La Méditerranée s'écrasait contre des rochers déchiquetés en contrebas, noire et furieuse sous un ciel sans lune. Le vent hurlait par l'ouverture comme un animal blessé, et là, attaché à un anneau de fer rouillé, se trouvait un bateau pneumatique Zodiac, ballottant violemment dans la houle. « Montez !» cria Dominic par-dessus le rugissement du ressac. Grace descendit les rochers glissants, perdant presque pied 2 fois. Elle laissa tomber Emma dans le bateau, puis monta après elle, ses mains à vif et saignantes à cause de la pierre tranchante. Dominic était juste derrière elle. Il avait une jambe par-dessus le bord quand la nuit explosa de coups de feu. Pop, 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 des éclairs de bouche éclairèrent le bord de la falaise au-dessus d'eux. Les Albanais avaient traversé les catacombes. Des balles taillèrent l'eau autour du bateau, envoyant des geysers d'embrun. Dominic se jeta dans le Zodiac et s'effondra. « Dominic! » Grace rampa vers lui dans l'obscurité. Elle ne pouvait pas voir grand-chose, mais elle pouvait le sentir. Chaud, humide, s'étendant sur sa chemise blanche. Du sang. « Vous êtes blessé par balle? » Ricochet. La voix de Dominic était tendue, ses dents serrées contre la douleur venant du tunnel. Ce n'est pas profond. Il y a tellement de sang. Démarrez le moteur. Il lui saisit le poignet d'une main ensanglantée. Sa prise était de fer. Grace, regardez-moi. S'ils ont un tir clair depuis cette falaise, nous sommes morts. Démarrez le moteur. Grace se précipita à l'arrière du bateau. Le moteur hors bord était vieux, cabossé, couvert de résidus de sel. Elle n'avait jamais conduit de bateau de sa vie. Elle ne savait même pas où se trouvait l'allumage. Elle trouva une corde de démarrage. Elle tira. Rien. Des balles sifflèrent au-dessus de sa tête. L'une d'elles transperça le flanc en caoutchouc, sifflant alors que l'air commençait à s'échapper. Elle tira à nouveau. Le moteur toussa, cracha, mourut. Allez. Plus de coupes de feu. Plus proche maintenant. Les tireurs trouvaient leur portée.
Grace attrapa la corde à 2 mains. Elle planta ses pieds. Elle pensa à Emma, à Dominic, à tout ce qu'elle avait survécu pour arriver à ce moment, et elle tira avec chaque once de force qu'il lui restait. Le moteur rugit à la vie. Grace claqua la manette des gaz vers l'avant. Le Zodiac bondit par-dessus une vague, retombant lourdement, la jetant presque par-dessus bord. Elle saisit la barre et visa le large, loin des falaises, loin des éclairs de bouche, loin des hommes qui voulaient voler sa fille. Des balles les poursuivirent dans l'obscurité, puis s'arrêtèrent. Le bateau traversa vague après vague, le moteur hurlant, les embruns trempant tout. Grace ne regarda pas en arrière. Elle ne ralentit pas. Elle conduisit simplement dans le vide noir et agité de la mer Tyrrhénienne. Derrière eux, les falaises disparurent. Les coupes de feu s'estompèrent. Et puis, il n'y eut plus rien. Juste le rugissement du moteur, le fracas des vagues, le hurlement du vent et le silence d'un homme qui saignait la mort sur le plancher du bateau. Grace conduisit jusqu'à ce que ses bras brûlent. 1 heure, peut-être plus. Elle n'avait aucun moyen de le savoir. La lune était cachée derrière les nuages, et la mer s'étendait dans toutes les directions, noire et infinie, indifférente à leur survie. Finalement, quand la jauge de carburant atteignit presque le vide, et que les falaises de Sicile avaient depuis longtemps disparu, elle coupa le moteur. Silence, juste le clapotis des vagues contre la coque en caoutchouc, le murmure du vent, l'immense vide de la Méditerranée pressant de toutes parts. Emma s'était effondrée à l'avant du bateau, son petit corps recroquevillé en boule. L'épuisement l'avait vaincue quelque part dans le chaos. Miséricorde, pensa Grace. Au moins, elle n'était pas réveillée pour ça. Grace se tourna vers Dominic. Il n'avait pas bougé depuis qu'il s'était échappé de la crique. Dominic, pas de réponse. Elle rampa sur le plancher glissant du Zodiac, ses genoux trempés d'eau de mer et de quelque chose de plus sombre. Au faible clair de lune qui traversait les nuages, elle pouvait le voir maintenant. Son visage était gris, livide, de la couleur de vieux os. Sa chemise blanche n'était plus blanche, une tache sombre s'étendait sur son côté, toujours brillante, toujours grandissante. Dominic! Elle lui attrapa les épaules et le secoua. Sa tête ballotta, ses yeux restèrent fermés. Dominic, réveille-toi! Rien. La panique lui griffa la poitrine. Elle pressa ses doigts sur son cou, cherchant désespérément. Là, faible, un pouls. Il était vivant, à peine. Non, 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 non. La voix de Grace se brisa. Tu ne vas pas mourir. Passe maintenant, passe maintenant. Elle regarda autour du bateau frénétiquement. Il devait y avoir quelque chose. Une trousse de premiers secours, des fournitures, n'importe quoi. Ses mains trouvèrent une caisse étanche attachée sous l'un des sièges. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lampe de poche, un pistolet lance-fusée, une bobine de ligne de pêche, une aiguille et un briquet Zippo en argent avec le blason de la famille Caruso gravé sur sa surface. Grace fixa le contenu. Elle pensa à toutes les blessures qu'elle avait jamais vues, à chaque blessure que Derek lui avait infligée et qu'elle avait dû soigner elle-même parce que les hôpitaux posaient trop de questions. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle déchira l'ourlet de sa robe de soie et le plia en un tampon épais, le pressant fort contre le côté de Dominic. Le sang s'imprégna instantanément. « OK, tu peux te le faire. » Elle actionna le Zippo. La flamme dansa dans l'obscurité. Elle tint l'aiguille au-dessus, regardant le métal luire orange, le stérilisant de la seule manière possible. Puis elle enfila la ligne de pêche dans ce chasse. Ses mains tremblaient. « Arrête ça. » Elle se siffla. « Arrête ça. » Elle prit une inspiration, puis une autre. Le tremblement ralentit. S'arrêta. Grace Sullivan, serveuse, enfant placé, survivante de 18 mois d'enfer, se pencha sur l'homme le plus dangereux de New York et commença à recoudre sa blessure. L'aiguille perça la chair. Dominic ne réagit pas. Elle tira le fil.
perça à nouveau, tira à nouveau. Tu ne vas pas mourir sur moi. Sa voix était féroce, des larmes coulant sur son visage pendant qu'elle travaillait. Tu as promis. Tu as dit que nous étions une famille. Cousé. Tu as dit que les Caruso ne reculent pas. Cousé. Alors ne ressens pas la douleur, reste avec moi. Cousé, Dominique gémit. C'était à peine un son, un murmure d'agonie venu de quelque part profond dans son esprit inconscient. Mais c'était quelque chose. C'est ça. Grace sanglota de soulagement. Sens-le. Reste avec moi. Reste avec moi. Walt termina la dernière couture et la noua. Ses doigts étaient glissants de sang. Ses bras indoloris, mais le saignement avait ralenti. Grace s'assit sur ses talons. Elle baissa les yeux vers ses mains couvertes du sang de Dominique, tremblantes d'épuisement. À vif à cause des rochers, de la corde et de l'aiguille, mais elle ne tremblait plus. Quelque chose avait changé en elle. La serveuse était partie. La victime était partie. À leur place était assise une femme qui avait tué un homme avec un buste de marbre, piloté un bateau à travers des coups de feu et recousu une blessure au milieu de la mer à la lumière d'une lampe de poche. Une guerrière, une reine. « Je nous garderai en vie », murmura Grace dans l'obscurité. « Nous tous. » L'aube vint lentement, normand. La première lumière rampa sur l'horizon comme une promesse hésitante, l'or pâle saignant dans le ciel violet. La mer se calma, sa fureur épuisée, s'installant dans de douces houles qui berçaient le zodiaque comme un berceau. Grace était assise avec la tête de Dominique sur ses genoux, une main posée sur sa poitrine pour sentir le mouvement de sa respiration. Emma dormait toujours à l'avant, une petite main pendante par-dessus le bord du bateau. Ils avaient survécu à la nuit. Et puis là, à l'horizon, une forme. Grace plissa les yeux contre le soleil levant. Son cœur bégaya, un chalutier de pêche. Vieux, rouillé, s'effilait pendant de palangres comme des drapeaux en lambeaux. Il se dirigeait vers eux. Grace attrapa le pistolet lance-fusée de la trousse d'urgence. Elle le leva à deux mains, ses bras hurlant en protestation, et tira. La fusée s'élança dans le ciel, explosant en une gerbe de lumière cramoisie qui peignit l'aube en rouge. Sur le pont du chalutier, une silhouette se tourna. Grace agita les bras. « Ici, nous sommes ici. » Le bateau changea de cap, et pour la première fois dans ce qui semblait une éternité, Grace s'autorisa à espérer. Dominique ouvrit les yeux sur un plafond inconnu. Plâtre blanc, taches d'eau, l'odeur d'antiseptique et de café rassis. Il était allongé dans un lit étroit, son côté enveloppé de bandages épais qui tiraient quand il essayait de bouger. La douleur explosa à travers son corps. Il serra les dents et se força à regarder autour de lui. Une maison sûre, Naples. Il reconnut l'architecture, l'un de ses emplacements d'urgence, utilisé seulement quand tout le reste avait brûlé. Un mouvement attira son regard. Grace était recroquevillée dans une chaise à côté de son lit. Emma endormie sur ses genoux. Toutes deux portaient des vêtements empruntés, leurs cheveux emmêlés, leur visage pâle d'épuisement. Mais elles étaient vivantes. Elles étaient en sécurité. Vous êtes réveillés. Enzo sortit de l'ombre. Son visage était hâve mais soulagé. Combien de temps? La voix de Dominique était rauque. 2 jours. Enzo tira une chaise. Un chalutier de pêche vous a trouvé à la dérive à 20 mètres de la côte. Le capitaine a dit qu'une femme les a interpellés avec une fusée éclairante. Les yeux de Dominique se posèrent sur Grace. Elle vous a recousu. Enzo continua calmement. Du fil de pêche et un briquet Zippo. Le médecin n'a dit qu'1 heure de plus et vous auriez saigné à mort. Il marqua une pause. Elle vous a sauvé la vie, patronne. Dominique ne dit rien. Il la regarda simplement dormir. La femme qui avait tué un homme pour protéger sa fille, qui avait recousu sa blessure au milieu de la mer, qui les avait tous gardés en vie pendant la plus longue nuit de leur vie. Quelle est notre situation? L'expression d'Enzo s'assombrit. C'est des mauvais. Arlo a pris le contrôle de la chambre d'obsidienne. Il a gelé vos comptes, saisi vos propriétés.
Ce soir, il organise un sommet avec les 5 familles. Il leur vend votre territoire en échange de protection. Et si se racle la gorge, cette réunion se termine, vous êtes un roi sans royaume. Dominic s'assit, ignorant l'agonie qui lui déchirait le flanc. Alors nous ne la laisserons pas se terminer. Grace se réveilla pour trouver Dominic debout près de la fenêtre, regardant l'horizon de Naples. Il était pâle, instable sur ses pieds, mais ses yeux brûlaient d'un feu familier. « Vous devriez vous reposer. »« Je me reposerai quand Arlo sera mort. » Il se tourna pour lui faire face. « J'ai besoin d'une distraction, quelqu'un en qui il a confiance, quelqu'un qu'il pense avoir brisé. » Grace resta immobile. « Vous voulez que j'aille vers lui? Il est arrogant, il croit que vous êtes faible, que vous reviendrez en rampant. » La mâchoire de Dominic se serra. « Utilisez ça. Faites-lui croire que vous vous êtes échappé de moi. Faites-lui croire que vous lui ramenez Emma. » Grace regarda sa fille, dormant toujours paisiblement dans la chaise. Puis elle regarda Dominic. « Promettez-moi une chose. Nommez-la. Quand ce sera fini, quand vous l'aurez. » Sa voix tomba à la glace. « Je veux regarder. » Dominic soutint son regard un long moment. « C'est fait. » La pièce d'obsidienne scintillait d'une fausse prospérité. Lustre en cristal, table en acajou, les chefs des 5 familles assis dans des loges en cuir, cigares fumants, whisky coulant, et au centre de tout cela, le détective Derek Harlow, main bandée brillant de gaze fraîche, jouant le rôle de héros blessé. Les portes de chaîne s'ouvrirent, toutes les têtes se tournèrent. Grace Sullivan trébucha en entrant. Ses vêtements étaient déchirés. Ses cheveux étaient bourriffés. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle balayait la pièce de ses yeux désespérés et terrifiés. « Derek !» Elle courut vers lui, s'effondrant à ses pieds comme une marionnette brisée. « Je me suis échappée. Oh mon Dieu, Derek, je me suis échappée. Il nous a retenus prisonniers. Il a menacé de tuer Emma. J'ai réussi à m'enfuir, mais elle est toujours là. » Le visage de Arlo se transforma. Triomphe, vindicte. Il serra Grace dans ses bras, se tournant pour faire face aux dons assemblés avec un sourire victorieux. « Vous voyez, elle est revenue vers moi. Caruso est le kidnappeur. Tout ce que j'ai dit était vrai. » Grace enfouit son visage dans sa poitrine, ses lèvres bougeant contre son oreille. Emma est dans un entrepôt sur le quai 17. Il n'a que 4 gardes. Les yeux de Arlo brillèrent. « Excusez-moi, messieurs. » Il claqua des doigts à 6 de ses hommes. « Nous avons un enfant à sauver. » La moitié de sa force de sécurité sortit par la porte et Grace s'autorisa un petit sourire caché. L'explosion 23 minutes plus tard. Boum! Le mur arrière de la pièce d'obsidienne se désintégra dans un nuage de plâtre et de briques pulvérisées. Des tables volèrent. Le verre se brisa. Les 5 familles plongèrent pour se mettre à couvert. À travers la fumée et les débris, une silhouette émergea, Dominic Caruso. Il boitait. Du sang suintait à travers les bandages sous son gilet tactique. Mais sa prise sur le fusil d'assaut était de fer, et ses yeux brûlaient d'une fureur froide et juste. Derrière lui, 12 hommes en noir se matérialisèrent du chaos, viseurs laser, peignant des points rouges dansant sur les poitrines des gardes restants de Arlo. « Déposez vos armes !» La voix de Dominic n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle portait le poids d'une sentence de mort. Les armes s'écrasèrent au sol. Dominic s'avança, chaque pas délibéré, et jeta un dossier épais sur la table devant Don Salvatore Russo, l'aîné des 5 familles. Arlo n'est pas une victime. C'est un trafiquant. Il doit 800 000 $ à la mafia albanaise. Il a essayé de vendre une fille de 7 ans pour payer sa dette. Russo ouvrit le dossier. Son visage devint pâle alors qu'il parcourait les virements bancaires, les photographies, les preuves qu'Enzo avait compilées. Il regarda Arlo avec dégoût. « Est-ce vrai? » Le visage de Arlo se tordit. « C'est un mensonge, Caruso a fabriqué. Il vous a aussi vendu.
Dominic continua calmement. Il allait livrer vos territoires aux Albanais pour quelques centimes. Les virements sont à la page 12. Rousseau tourna à la page 12. Son expression se durcit en pierre. Il regarda Dominic et hocha la tête une fois. Il est à vous. La panique dépouilla Harlow de sa raison. Il recula, attrapant Grace et lui collant son pistolet de service contre la tempe. « Reculez !» Harlow hurla, se recroquevillant derrière elle. « Je la tuerai! Je le jure devant Dieu, Caruso, je peindrai les murs avec elle. » Dominic baissa lentement son fusil, mais Grace n'avait plus peur. Elle se souvint du jardin, de la leçon. L'épée en bois. Avance, ne recule pas. Elle enfonça son talon avec une force sauvage, écrasant le coup de pied de Harlow. Alors qu'il hurlait et que sa prise se relâchait, elle lui enfonça son coude en arrière dans le plexus solaire. Harlow se plia en deux. Grace tomba au sol et roula. Maintenant, Dominic bougea plus vite que la pensée. Bang! Bang! Le premier coup brisa l'épaule de Harlow, le faisant pivoter. Le second oblitéra sa rotule. Il s'effondra, hurlant, son âme glissant sur le sol de marbre. Dominic s'avança en boitant et se tint au-dessus de l'homme se débattant. « Vous ne pouvez pas me tuer. » Harlow sanglota, serrant sa jambe brisée. « Je suis un flic, vous ne vous en tirerez jamais avec. » « Vous n'êtes pas un flic. » La voix de Dominic tomba à un murmure terrifiant. « Vous êtes un trafiquant qui a essayé de vendre ma fille pour payer une dette de jeu. » Il regarda Grace. Elle se tenait debout maintenant, ses yeux secs, son dos droit. « Vous vouliez regarder? » « Oui. » Dominic fit un signe de tête à Enzo. « Jetez les ordures. » Deux gardes attrapèrent Harlow sous les bras et le traînèrent vers la sortie arrière. Ses cris résonnèrent. La pièce d'obsidienne. Promesse, menace, demande de pitié. La lourde porte d'acier claqua. Les cris s'arrêtèrent. Le silence emplit la pièce. Dominic rengaina son arme et vacilla, sa vision brouillée par la perte de sang. Grace le rattrapa avant qu'il ne tombe, enroulant ses bras autour de lui, enfouissant son visage dans sa poitrine. « C'est fait, » il haleta, la serrant fort. « C'est fait, » murmura-t-elle en retour. 3 mois plus tard, Villa Caruso, Sicile. Le soleil du matin peignait la terrasse en or. Grace était assise à la table du petit déjeuner, une tasse de café réchauffant ses mains, regardant la Méditerranée scintiller sous un ciel sans nuages. Les Eskimos avaient disparu depuis longtemps. Les cauchemars venaient moins fréquemment maintenant. La femme qui la regardait dans le miroir était quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Quelqu'un de plus fort, de quelqu'un d'entier. « Papa, papa, regarde !» Emma courut à travers la terrasse, un morceau de papier serré dans ses mains. Elle portait une robe d'été jaune, ses boucles blondes rebondissant, son visage fendu d'un sourire radieux. Dominic leva les yeux de son journal. Emma lui tendit le dessin, un portrait de famille au crayon, un homme grand aux yeux gris, une femme aux cheveux bruns, une petite fille au milieu tenant leurs 2 mains. C'est nous, c'est notre famille. Quelque chose bougea dans la poitrine de Dominic. Il tira Emma sur ses genoux et étudia le dessin avec un sérieux exagéré. « C'est très bon, Piccolina, mais tu as oublié Rosa. Rosa est dans de la cuisine en train de faire des crêpes. » Comme invoqué, la vieille gouvernante apparut avec une pile imposante de crêpes dorées, grommelant de bonne humeur à propos des enfants qui ne pouvaient pas attendre le petit déjeuner. Grace s'appuya contre l'épaule de Dominic, ses yeux doux. « Le regrettez-vous » demanda-t-elle calmement, tout brûlé. Dominic regarda Emma, bavardant joyeusement de son dessin. Il regarda Rosa, s'agitant autour de la mise en place de la table. Il regarda Grace, la femme qui était entrée dans son club, brisée et terrifiée, et en était sortie une guerrière. Sa famille, non par le sang, par le choix, par le feu, par le sacrifice. « Je n'ai rien brûlé, » dit Dominic doucement. « J'ai trouvé quelque chose qui vaut plus. »
Quoi donc? Il lui pressa un baiser sur le front. Une raison de vivre. Et c'est l'histoire de comment une seule nuit pluvieuse a changé le destin de l'homme le plus dangereux de New York. Dominic Caruso pensait qu'il était un roi, mais il n'était qu'un souverain jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose pour lequel mourir. Ceci est un puissant rappel que parfois les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui peuvent infliger de la douleur, mais celles qui peuvent de l'endurer pour les personnes qu'elles aiment. Grace et Dominic ont prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de qui saigne pour vous. Dans un monde plein d'obscurité et de trahison, leur loyauté est devenue la seule loi qui comptait. Ils ont trouvé la lumière dans les endroits les plus inattendus, prouvant que même quelqu'un que le monde appelle un monstre peut apprendre à aimer si on lui donne une raison de se battre. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Grace de victime en guerrière? Avez-vous déjà fait face à un moment dans votre propre vie où vous avez dû trouver une force que vous ne saviez pas que vous aviez? Nous serions ravis d'entendre vos pensées et vos sentiments profonds de votre cœur. Veuillez les partager dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre soutien nous aide à vous apporter plus d'histoires inspirantes chaque jour. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Puisse-t-il toujours y avoir le courage de protéger ce que vous aimez. Merci d'être